Bonsoir à tous. Donc, on a eu quelques petits problèmes techniques, donc je vous prie de nous excuser. Alors, pour les présentiels, c'est pas très grave parce qu'il y avait des choses à boire et ils ont pu patienter tranquillement. Pour ceux qui sont en visio, c'était peut-être un tout petit peu longuet, donc veuillez accepter toutes mes excuses. Voici la deuxième soirée confraternelle que nous organisons pour essayer de faire profiter à tous nos confrères référents et amis, de faire profiter de tout ce que l'on peut faire comme conférence et puis participer également à cette formation qui avait été beaucoup plébiscitée par les référents. Donc, soyez les bienvenus pour ce cycle de conférences en gastro-entérologie. Je voudrais remercier notre partenaire SIV, donc Solutions d'imagerie vétérinaire, donc, qui nous accompagne pour cette soirée et sans lequel la soirée n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, merci SIV. Donc, on va commencer par la première conf sur reconnaître une occlusion intestinale. Alors, le but n'est pas de faire un exposé exhaustif, mais bien de présenter les petits trucs et astuces qui vont nous permettre de ne pas passer à côté d'une occlusion intestinale, parce que si on passe à côté d'une occlusion intestinale, bien sûr, les choses seront plus compliquées pour l'animal. Alors, les limites du sujet sont les suivantes. Les occlusions intestinales, il y a plein de causes diverses et variées. Ça peut être des tumeurs qui sont sténosantes, ça peut être des adhérences, ça peut être des invaginations. Mais néanmoins, la cause la plus fréquente d'occlusion intestinale reste le corps étranger. Corps étranger qui peut être de toutes sortes. Les chiens peuvent manger des corps étrangers solides, des os, des boules pièces, des jouets, des ballons plastiques, des choses un peu linéaires, des fils. Pour le chat, quand même, les occlusions, le syndrome occlusif est dominé par du corps étranger linéaire, dans presque la moitié des cas. Et puis, les fameux trichots benzoirs qui ont l'air de rien, mais qui peuvent entraîner des véritables occlusions intestinales. Donc, nous ne parlerons aujourd'hui que des occlusions par corps étranger, parce que j'ai 20 minutes pour vous parler de ça. Les signaux d'alerte, vous les connaissez tous. Ce sont des vomissements qui sont quasi systématiques. Alors, Dieu merci, ce ne sont pas toujours des vomissements aussi importants, mais il est vrai que ces vomissements peuvent être très, très, très abondants, également très, très, très fréquents, mais aussi, ça peut être des choses un tout petit peu moins marquées, tout au moins en fréquence. Tout dépend finalement de la localisation de l'occlusion par le corps étranger. Où est-ce qu'il va se bloquer? Est-ce qu'il se bloque dans l'appareil digestif proximal ou au contraire, se bloque-t-il dans des zones plus distales comme par exemple la jonction iléocolique? Donc, il va falloir avoir le temps de remplir tout ce système de canalisation avant d'avoir des véritables vomissements importants. Notons que les diarrhées peuvent être présentes lors d'occlusions intestinales et en particulier lors de corps étrangers linéaires. Donc, ça peut être, attention, le signe d'appel de ce corps étranger linéaire, en particulier chez le chat. Pour diagnostiquer une occlusion par corps étranger, le recours à l'imagerie doit être rapide. Quand je dis rapide, à partir du moment où on a un chien qui n'a pas une anomalie métabolique qui explique ses vomissements, à partir du moment où on a un chien qui peut potentiellement manger, et puis même lorsque les propriétaires nous disent mais non, il ne mange rien, bah si, ils peuvent manger des choses, et il va falloir très rapidement se dire y a-t-il, oui ou non, un syndrome occlusif, pour bien sûr ne pas laisser s'installer les complications. Dans nos structures, on a essentiellement deux examens d'imagerie complémentaires qui vont permettre d'aboutir au diagnostic. C'est la radiographie et puis également l'échographie. Alors, parfois, il vaut mieux une bonne radiographie bien faite et bien interprétée qu'une échographie mal faite. Mais en tout cas, on va essayer de donner les points essentiels pour se dire là, il y a quelque chose, là, il faut peut-être intervenir rapidement. Alors, les objectifs de l'imagerie, parce que quand on fait un examen complémentaire, on se fixe toujours des objectifs. Un examen complémentaire, on va aller dire est-ce que je visualise un corps étranger? Est-ce que j'ai ce qu'on appelle un iléus mécanique? Et on va le définir tout à l'heure, et on va le définir également radiographiquement et échographiquement. Et puis, est-ce que j'ai également d'autres signes qui vont plutôt correspondre aux signes de complications liées à cette occlusion par corps étranger? Donc, parfois, on a de la chance, c'est-à-dire qu'on a un chien qui vomit,
sur lequel on a une palpation douteuse et on se dit, tiens, peut-être qu'il est occlus, ce chien, par un corps étranger. On va faire une radiographie, c'est facile, face, profil, et vérifier la présence ou non d'un corps étranger radio-opaque. Donc là, c'est relativement simple. Corps étranger plutôt très volumineux, qui explique les symptômes. Donc là, c'est un diagnostic, somme toute, direct et qui ne demande pas une expertise importante. Parfois, les corps étrangers sont moins radio-opaques. Ici, vous avez l'exemple d'une tétine qui était responsable d'un syndrome occlusif. Mais attention, quand on voit le corps étranger, finalement, parce que je ne sais pas si vous, enfin si, forcément, vous le savez, les gens disent « Ah, ben, il a ressorti tel corps étranger par le derrière qu'il avait mangé 3 jours avant, etc. » Il y a des choses qui passent. Donc, la visualisation du corps étranger n'est pas suffisante pour dire qu'il y a un syndrome occlusif et pour dicter une intervention chirurgicale en urgence. De la même façon, parfois, il y a des corps étrangers, mais qui sont malheureusement absolument pas radio-opaques. Et du coup, on est bien embêté avec la radiographie pour dire oui, non, il y a une occlusion ou il n'y en a pas. On va avoir un deuxième argument pour dire qu'il y a un syndrome occlusif, en particulier sur ces corps étrangers non radio-opaques ou des corps étrangers un tout petit peu plus petits qui peuvent potentiellement passer. Dans nos radiographies, il va falloir que l'on vérifie la présence ou l'absence de ce qu'on appelle un ileus mécanique. Donc, un ileus, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène qui se forme suite à un obstacle mécanique, donc là on est dans notre sujet, ou suite à une paralysie de l'intestin. Donc quand on a un obstacle mécanique, donc quelque chose qui occlue le tube digestif, soit une tumeur, un corps étranger, etc., on parlera d'ileus mécanique. À l'inverse, quand c'est une paralysie de l'intestin, on parlera d'ileus paralytique. Alors qu'est-ce qui se passe lors de cet ileus? C'est que le fait que la fonctionnalité de l'intestin ne puisse pas s'exercer, il y a des proliférations bactériennes très importantes avec des processus de décomposition qui produisent des gaz, qui produisent des liquides. Et ça conduit à l'ileus, c'est-à-dire à une dilatation des anses. Mais on va vraiment distinguer les deux choses, l'ileus mécanique de l'ileus paralytique. Alors, pour info, l'ileus paralytique, il peut se produire dans n'importe quel cas. Vous donnez de la morphine, vous avez fait une laparotomie, il y a un phénomène inflammatoire, et ben, il y a de l'ileus paralytique. Mais l'ileus mécanique va se distinguer de l'ileus paralytique par un certain nombre de critères radiographiques. Les critères radiographiques de l'ileus mécanique, c'est une dilatation qui est la plupart du temps localisée, c'est-à-dire qu'elle ne concerne pas la totalité du tube digestif. Elle est généralement marquée. Attention, ça dépend aussi du temps entre la radiographie et puis, l'ingestion du corps étranger occlusif et la radiographie. Et puis, cette dilatation est souvent irrégulière. Pourquoi? Parce qu'il y a un péristaltisme qui essaye de faire avancer le bol alimentaire et tout ce liquide et ces gaz accumulés. Chez le chat, je vous donne l'info directement parce qu'on va donner l'info pour le chien après. Le tube digestif, le diamètre du tube digestif sur des radiographies de profil ou de face ne doit pas dépasser 12 mm. Donc, si ça dépasse 12 mm, vous voyez, c'est précis. En tout cas, il y a peut-être un ileus, alors paralytique ou mécanique. Donc, cet ileus mécanique, avec les caractéristiques que je viens d'évoquer, s'oppose à l'ileus paralytique, avec une dilatation qui va être généralisée de l'ensemble du tube digestif, avec des dilatations qui sont modérées à marquer en fonction de la durée de la paralysie du tube digestif. Et puis surtout, cette dilatation, elle est régulière. Pareil pour le chat, on définira une distension des anses intestinales lorsqu'elle dépasse 12 mm. Chez le chien, comment on fait? On va... alors parfois, c'est marqué sur la radio, on n'a pas besoin de mesurer, mais on va prendre comme... repère la colonne vertébrale. Et sur des radiographies de face, l'air qui est contenu dans le tube digestif ne doit pas dépasser la largeur de L5. Quand vous êtes sur une radiographie de profil, la taille du tube digestif avec l'air qui est à l'intérieur doit être 1,5 fois la hauteur du corps de L5. Donc ça, c'est des petits trucs qui vont nous permettre de dire oui, il y a un ileus, non, il n'y en a pas, même si je ne vois pas le corps étranger. Donc voici un exemple sur un chien où on voit clairement que vous avez une dilatation des anses digestives qui est localisée, un tout petit peu irrégulière, et qui signe un ileus ici mécanique. Et bien sûr, on ne voit pas le corps étranger occlusif.
mais ça doit être un signal d'alerte fort d'un syndrome occlusif. Donc, dilatation localisée, marquée, irrégulière, etc. Je veux insister sur la radiographie, sur le cas particulier du corps étranger linéaire, qui est somme toute plus facile à diagnostiquer, même si on ne voit pas le corps étranger. C'est que lorsque vous avez un corps étranger linéaire, les anses apparaissent plicaturées, regroupées. Et puis, comme elles sont toutes plicaturées, l'air n'a plus une forme ovoïde. Elle va prendre parfois des formes un petit peu géométriques, en virgule, au sein de la lumière intestinale. Donc, on voit ici clairement des formes de bulles qui ne sont absolument pas normales. Ici, une en triangle qui signe un corps étranger linéaire. Voici le cas d'un chat, pareil, avec des anses plicaturées regroupées, avec des petites zones d'air. Alors, le chat, c'est toujours plus discret, hein, c'est plus petit, c'est toujours plus discret dans ses signes. Et vous avez ici des formes géométriques de bulles qui évoquent une plicature de l'intestin. Je voulais vous montrer ce petit chat vomisseur qui arrive, qui n'est pas bien. Il n'y a rien de particulier. Il a une palpation abdominale qui est douloureuse. Est-ce qu'il y a… Donc, le côlon est plein. Donc, le transit, a priori, s'il s'est arrêté, il ne s'est pas arrêté il y a longtemps. Qu'est-ce qui se passe sur ce chat? Est-ce que je vais réussir à faire le distinguo avec un syndrome occlusif ou pas, ou un corps étranger linéaire? Quand on ne sait pas, il faut passer à cette deuxième examen complémentaire qui est l'échographie. Alors ça, c'est une très ancienne étude qui montrait néanmoins que sur 16 animaux en occlusion, l'échographie permettait de diagnostiquer 16 animaux sur 16 occlus, alors que la radiographie avait un tout petit peu plus de mal. Et puis, d'autres études sont sorties et montrent une sensibilité excellente de l'examen échographique pour le diagnostic du syndrome occlusif chez le chien et chez le chat. Donc, pareil que pour notre radiographie, on va se fixer des objectifs en écho. On va se fixer la visualisation, par exemple, du corps étranger. On va aussi se fixer la visualisation d'un iléus mécanique que je vous ai défini juste avant. Et puis aussi, chose très, très, très intéressante par l'échographie, c'est de voir s'il y a des complications de ce syndrome occlusif, c'est-à-dire y a-t-il une péritonite, parce que bien sûr, la prise en charge va être un tout petit peu différente. Néanmoins, dans la vraie vie, quand on pose la sonde, ce n'est pas le corps étranger qu'on voit en premier. La première chose que l'on voit, c'est l'iléus. Donc, l'iléus, on va avoir une dilatation qui est marquée, enfin plus ou moins marquée en fonction du délai, donc des anses qui sont en amont du syndrome occlusif. Donc, par exemple, ici, un estomac totalement dilaté par un contenu liquidien. Ici, un autre cas d'un chien qui présente une dilatation avec un contenu muqueux intestinal qui contraste avec ce petit intestin qui est complètement vide. Bon, là, on sait qu'il y a un truc qui bloque. Je ne sais pas quoi, mais il y a un truc qui bloque. Donc, on va aller chercher ailleurs. Attention néanmoins, quand on fait une échographie, si on a un corps étranger très distal au niveau de la jonction iléocolique, cette différence de diamètre entre deux anses intestinales ne sera pas retrouvée. Donc, attention d'être bien vigilant à ça. On va introduire une notion qui est nouvelle dans l'iléus mécanique, c'est-à-dire que quand vous avez un iléus mécanique, on a dit que la dilatation était localisée, mais en échographie, on voit aussi que lors d'iléus mécanique, le péristaltisme est conservé. Donc voilà l'exemple d'un chien où on est ici de toute évidence sur un duodénum. Oh, super, ça ne marche pas bien. Sur un duodénum qui est vraiment très, très dilaté par un contenu muqueux et puis qui garde un péristaltisme. Un autre intestin grêle très dilaté en amont de l'objet du délit qui se trouve ici. On va redéfinir après ce qu'est un corps étranger. Une dernière vidéo sur un chat. Vous êtes ici avec des sondes de haute fréquence. Vous avez une partie de l'intestin grêle qui est dilatée avec un contenu liquidien. Et puis, une autre partie de l'intestin grêle qui est vide, et puis l'objet du délit qui se trouve au milieu et qui crée le syndrome occlusif. Donc, l'iléus permet de suspecter ce corps étranger, ou en tout cas un syndrome obstructif. On va rechercher ce corps étranger.
la recherche de ce corps étranger, on va avoir l'œil qui va être attiré par quelque chose. Ce quelque chose, comme c'est un corps étranger, il va se traduire échographiquement par une interface hyper échogène suivie d'un cône d'ombre. Donc voilà un florilège de corps étrangers occlusifs sur des différents animaux. On reconnaîtra ici le petit noyau de pêche avec ses interfaces très irrégulières et où il y a de l'air qui va se mettre dans les petits trous du noyau de pêche. Ici, des corps étrangers avec des interfaces très régulières, hyper échogènes, cônes d'ombre. Qu'on ne sait pas définir à l'écho. Et puis ici, le chat aime bien les olives, donc on a souvent des occlusions avec des olives. Et les olives, c'est pas c'est un corps étranger, mais ça reste organique, donc ça vous fait cette forme un petit peu hyper échogène et on sait les reconnaître à l'avance. Bon, qu'importe, hein, après, ça n'a aucun intérêt. Le corps étranger linéaire dont on a parlé tout à l'heure, les anses apparaissent véritablement complètement plicaturées. Là, vous les voyez très, très bien. Très jolies images avec des sons de très haute fréquence que l'on utilise. Cet intestin plicaturé, hop, je vais le remettre. Voilà. Et puis, vous voyez le corps étranger linéaire avec cette interface hyper échogène qui crée un cône d'ombre. Là, ce n'était pas un fil de couture, parce que le cône d'ombre, on ne le voit pas dans ces cas-là, mais on voyait bien ce corps étranger. On reprend notre petit chat qui avait une radiographie où on ne savait pas ce qui se passait. On a regardé. Ici, il y a l'estomac qui est plein, qui est complètement distendu. Il y a un iléus qui est localisé. Et puis, on voit rapidement l'objet du délit, ici, avec qui passe et qui est en train de disséquer la paroi. Donc là, c'est une véritable péritonite. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, mais en tout cas, si je remets en arrière, hop, non, ça ne marchera pas. Si, ça marchera. Voilà. Voilà bien le fil qui passe juste ici et qui sort avec d'autres éléments. Quand on voit ça et quand on a un syndrome occlusif, il faut pouvoir se préparer au post-opératoire. Bien évidemment, c'est chirurgical. Et donc, il faut qu'on dépiste et qu'on détecte avant la prise en charge chirurgicale des péritonites parce que ça ne va pas du tout être la même prise en charge en termes de réanimation et en termes de post-opératoire et en termes d'hospitalisation. Donc, on a plusieurs critères qui nous permettent de distinguer et de rechercher une péritonite. C'est la présence d'un épanchement qui va se traduire par des zones hypoéchogènes. C'est la présence d'une stéatite, c'est-à-dire que la graisse apparaît hyperéchogène. Ah, super, je ne peux pas vous aider à faire cela sur votre Mac. C'est sûr qu'il ne peut pas m'aider. Voilà. Une interface hyperéchogène, enfin pas des interfaces, des graisses qui apparaissent hyperéchogènes liées à une stéatite. Et puis, la complication ultime de ces corps étrangers occlusifs, c'est la perforation digestive. Et lors de perforation digestive, on va avoir un pneumopéritoine. Donc, on va avoir de l'air libre en dehors des intestins. Donc, de l'air, ça se traduit par ces artefacts ici dits de cônes d'ombre sable, de cônes d'ombre sale. Et en vidéo, ça fait ça. Voilà, vous voyez, on est près de la rate et puis vous avez des petites choses qui apparaissent ici et qui montrent qu'il y a un pneumopéritoine. Donc là, c'est une urgence absolue de prise en charge. Donc voilà, en 20 minutes, c'est court pour arriver à donner tous les trucs, enfin les trucs astuces, oui, mais de montrer plein d'images radiographiques et échographiques. Mais en tout cas, voilà les objectifs que l'on se fixe lorsque l'on réalise ces examens complémentaires. Le taux de survie des occlusions par corps étranger est environ de 91%. Mais bien sûr, tout cela dépend de la présence ou non de complications de type péritonite. Et c'est la précocité du diagnostic qui va faire que le pronostic sera amélioré. Voilà, je vous remercie. Mon écran, c'est super. Bonsoir à tous.
Alors, merci Lisa pour avoir diagnostiqué la présence de ce fameux corps étranger. Alors évidemment, maintenant, il faut aller en chirurgie et évidemment, à chaque fois qu'on pense à chirurgie sur du digestif, eh bien, ce qu'on craint le plus, c'est la fuite. La fuite, pourquoi ? Parce que ça va considérablement compliquer la prise en charge, parce que ça va augmenter le coût de la prise en charge, parce que ça va considérablement assombrir le pronostic de l'animal. Et donc, oui, évidemment, il y a beaucoup de contextes qui font qu'on augmente la possibilité d'avoir une fuite digestive. On peut avoir une péritonite, on peut avoir un animal malnutri, on peut avoir un corps étranger qui est présent depuis très longtemps et qui a occasionné des lésions. Mais la plupart du temps, la fuite digestive, elle provient d'une erreur technique, et erreur technique qui peut être réalisée soit lors de la prise en charge en amont, soit tout simplement par le chirurgien et le choix qu'il va faire quand il va opérer. Donc le but de cette présentation ici, c'est simplement de vous rappeler très rapidement, en gros, la théorie, les grands principes de la chirurgie digestive. Alors en 15 minutes, je vais pas non plus, on ne sera pas hyper exhaustif. De vous rappeler simplement les étapes de la cicatrisation intestinale pour ensuite comprendre les petits trucs et astuces justement qu'on peut mettre en place pour que ça se passe au mieux. Et évidemment, pour rendre cette présentation un petit peu plus conviviale, pour réveiller éventuellement ceux qui se seraient endormis, j'ai parsemé cette présentation de petits quiz. Alors n'hésitez pas, à chaque fois que vous voyez une image en orange comme ça avec un point d'interrogation, préparez-vous à bondir et être super réactif. Donc là, la première question, est-ce que vous reconnaissez ce personnage ? Tous les jours, il influence ma façon de faire. Alors, je vous ai mis des options quand même. Alors, attention, il va y avoir des pièges. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous pouvez le reconnaître. Mais Jean-Philippe, enfin, désolé. Mais bon, évidemment, c'est William Halsted. Et évidemment, en chirurgie digestive, on suit ces principes. Alors, le premier principe, c'est l'asepsie. Alors, c'est évidemment le principe qui est le plus mis à mal quand on parle de digestif, parce qu'on ouvre un intestin qui est bourré de bactéries et qui est évidemment non aseptique. Et donc, le premier principe, ça va être d'isoler le segment. Alors, isoler avec des compresses américaines, avec des champs étanches si on peut. Isoler le segment qu'on va ouvrir en isolant la portion, soit avec les doigts de votre assistant ou avec du matériel, on reviendra plus tard. Ça va être évidemment, ça je l'apprends à personne, évidemment, de changer de gants une fois qu'on est passé qu'on a terminé la portion septique de la chirurgie. Prévoir, si on peut, d'avoir un double set d'instruments et ne pas réutiliser les pinces ou le matériel qu'on a utilisé au contact de ce qui était septique, en fait, de l'intérieur de l'intestin. Et rincer. En fin d'intervention, rincer, on verra que c'est important et qu'on rince finalement jamais assez. Ensuite, il faut préserver la vascularisation. Si on veut que ça cicatrise, il faut que ça soit vascularisé. Donc la vascularisation de l'intestin, je ne vais pas vous l'apprendre, elle est essentiellement mésentérique pour toutes les parties de l'intestin, sauf l'iléon, où elle est à la fois en mésentérique et anti-mésentérique. Donc il faut regarder à chaque fois qu'on va intervenir, forcément inciser et intervenir toujours par la portion anti-mésentérique. Et préserver cette arborisation. Alors, vous voyez, ça s'arborise comme ça, mais aussi après, on a des petites ramifications. Ensuite, il faut connaître aussi cette vascularisation, c'est important si vous voulez la préserver. Donc, globalement, la majorité de la globalité, la quasi-totalité de l'intestin grêle et du gros intestin part de l'artère mésentérique crânienne qui est ici. Vous voyez, ça se ramifie un petit peu partout. Une partie du côlon et du rectum est vascularisée par la mésentérique caudale, et puis on a une partie de la cœliaque qui part sur le duodénum. Donc ça, c'est aussi important de les connaître et de les préserver. Ça, c'est juste une photo, je ne sais pas si vous voyez bien, ça vous montre l'iléon. C'est d'ailleurs la façon dont on peut le reconnaître et en connaître les limites en chirurgie. Alors là, ici dessous, c'est la partie mésentérique, mais vous avez aussi ce petit vaisseau qui court en anti-mésentérique. Donc globalement, si on peut et si on doit ouvrir l'iléon,
eh ben, il vaut mieux ouvrir en passant peut-être entre les deux. L'hémostase. Alors l'hémostase, évidemment, ça risque de saigner. On utilise souvent des bistouris électriques en chirurgie classique. En chirurgie digestive, évidemment, c'est interdit. Vous pouvez évidemment utiliser le bistouri sur des vaisseaux qui sont un peu à distance de l'intestin, mais au contact de l'intestin, ça, c'est une très mauvaise idée. La manipulation, elle doit être évidemment douce, donc il faut vraiment utiliser des instruments qui vont être le plus atraumatiques possible. Ici, vous avez une pince de 2 baquets qui est reconnaissable grâce à ses embouts et ses rainures longilignes, et également des pinces de doyen, qui vont vous permettre de, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, d'isoler le segment, ou simplement de le manipuler sans avoir à prendre 3000 fois l'intestin. Vous positionnez votre pince. Ça ne sert à rien de la serrer au maximum. D'une manière générale, à chaque fois que vous avez un clamp ou une pince, ça ne sert à rien de serrer au maximum. Vous mettez un cran ou 2 maximum, ça suffit. Ensuite, il faut aussi savoir les positionner. Faites toujours attention, si vous vous rappelez de la vascularisation, eh ben, il faut pincer au niveau de l'intestin, mais éviter de pincer ou de clamper un vaisseau qui pourrait bien vous être utile ici pour cette anastomose, par exemple. Il y a aussi des organes à éviter, évidemment. Hein, si vous êtes sur le duodénum proximal, donc vous avez quand même le pancréas. Donc faites attention à ne jamais le pincer si vous pouvez. Vous voyez, ça c'est une pince de doyen qui est positionnée en regard du pancréas. Enfin, la position. Alors, c'est en 1812, le docteur Travers a dit et a expliqué qu'il fallait, si on voulait réaliser une anastomose intestinale, qu'on ait une parfaite adéquation des deux morceaux. Alors ça, c'est évident, mais en même temps, il l'a dit. Et de la même façon, Alfred, dès 1887, avait déjà compris que quand on veut suturer un intestin et qu'on veut que ça tienne, la couche la plus importante, c'est la sous-muqueuse. Si vous n'avez pas la sous-muqueuse, ça ne tiendra pas. En revanche, si vous avez un défect de muqueuse, si vous avez un défect de séreuse, ça, ce n'est pas un souci, en fait. On a toujours tendance à se dire, oh là, la séreuse est en train de craquer, je vais essayer de mettre des points dessus. En fait, vous risquez d'augmenter même des fois le risque d'adhérence, vous risquez de créer justement des dommages sur la sous-muqueuse. Il vaut mieux laisser tomber du moment que vous prenez cette sous-muqueuse. Et vous le sentez très bien parce qu'elle a une consistance un peu plus ferme que le reste, donc vous sentez très bien quand vous la passez. Ensuite, les phases de la cicatrisation intestinale. Il y a en gros 2 phases à connaître avec des délais qui sont importants à avoir en tête parce que c'est ce qui va vous permettre d'anticiper les problèmes et aussi d'anticiper à quel moment ils peuvent se présenter. Donc ça, c'est en gros un schéma qui représente les phases de cicatrisation avec l'activité de la synthèse collagénique corrélée à l'activité des collagénases. Donc pendant la lag phase, qui est la première phase de l'inflammation qui va en général de J0 à J3, J4, vous avez en fait l'inflammation est au début à son maximum et vous allez avoir un remodelage des chaînes de collagène avec une activité intense des collagénases. Ce qui fait qu'à ce moment-là, effet pervers, vous allez avoir une diminution de moins de 15% de la résistance de vos sutures. Ce qui fait que pendant cette phase-là, votre intestin, il tient uniquement par vos sutures et donc c'est hyper important d'avoir une technique qui est vraiment maîtrisée à ce moment-là. Ensuite, et évidemment, cette phase, en fait, cette lag phase, elle peut augmenter. Si on a une péritonite, elle peut aller jusqu'à 7-10 jours. On peut avoir une phase comme ça précoce qui pose problème. Et aussi sur le côlon, notamment, cette lag phase, elle dure jusqu'à 7 jours. Donc, méfiez-vous sur les sutures de côlon aussi. Il y a une surveillance à faire rapprochée pendant au moins une semaine. Et ensuite, jusqu'au J15 à peu près, tout doucement, on a ce collagène qui se réorganise et qui devient de plus en plus solide et qui fait qu'à J15, en général, on est tranquille si c'est rien passé à ce moment-là. Alors, ceci étant dit, maintenant, je vais essayer de vous dérouler la prise en charge chirurgicale d'une occlusion intestinale et on va voir en fait quels sont les petits trucs et astuces à cocher
pour avoir le moins de problèmes possible. Alors déjà, Isabelle vous a expliqué qu'on avait un énorme iléus avec un estomac et un intestin en amont de l'occlusion qui sont remplis de liquide. Donc, la chose la plus importante, c'est que dès que votre chien est endormi, dès qu'il est intubé, vous vidangez l'estomac. Alors, c'est sûr, ça ne va pas changer fondamentalement la donne pour la capacité de l'intestin à cicatriser, mais ça va, vous voyez, ça c'est l'estomac par exemple d'un chat qui n'a pas été vidangé avant. On devine ici, là-dessous, là, qu'il est rempli de liquide. Donc déjà, le fait de vidanger en amont cet estomac, ça va vous permettre déjà d'opérer plus simplement. Vous n'avez pas une énorme outre remplie d'eau qui vous gêne. Ça va éviter que quand vous êtes dedans, à chaque fois que vous manipulez vos organes, ça va éviter que vous relarguiez du liquide dans l'œsophage et ça va éviter les régurgitations et ça va vous éviter pas mal de pneumonie en post-opératoire et donc améliorer la cicatrisation. Alors maintenant, tenez-vous prêts, petit quiz. Où est-ce que vous incisez? Le corps étranger, alors tout le monde voit ici. Donc on a isolé notre intestin de chat, le corps étranger est à ce niveau-là. Où est-ce que vous incisez? Est-ce que c'est en portion orale, donc avant le corps étranger, c'est tentant parce que l'intestin est déjà dilaté, il sortira plus facilement. En aboral, derrière, alors là c'est peut-être moins facile parce qu'on n'a pas de transit encore, ou alors est-ce que vous préférez inciser sur le corps étranger? Est-ce que vous avez des avis? N'hésitez pas. Hein, non. Sur le corps étranger? Après. Oui, après. En fait, alors, d'une manière générale, on incise, si possible évidemment, en zone saine. Donc la zone qui est vraiment idéale pour pratiquer l'entérotomie, c'est la zone aborale, parce que le corps étranger n'a pas transité, l'intestin est normalement à peu près intact, on va dire, et si on peut, c'est évidemment toujours recommandé. Alors évidemment, des fois on n'y arrive pas, on insiste dessus, mais si on peut, l'idéal c'est d'inciser derrière. Et évidemment, on adapte la taille de l'incision. Il vaut mieux inciser plus grand plutôt qu'essayer de sortir le corps étranger, parce que vous pouvez être sûr qu'à chaque fois que vous allez le sortir et tirer, l'ouverture va partir en regard de la zone mésentérique et vous allez vous retrouver à suturer dans une portion que vous n'aviez pas choisie. Et puis évidemment, ne pas réutiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'instrument qui a manipulé le corps étranger. Quand on fait une entérectomie, on incise aussi, si possible, en zone saine. Alors, si on fait une entérectomie sur une néoplasie, alors si on connaît le type de tumeur auquel on a affaire, à ce moment-là, on se documente sur les marges qui sont requises. Par exemple, un lymphome, c'est plus 3 cm, un carcinome, on va être un petit peu plus. Mais la plupart du temps, on ne sait pas. En fait, on sait qu'on a une masse, on sait qu'on a quelque chose, mais on a rarement le diagnostic au moment où on incise et au moment où on fait l'entérectomie. Donc, dans le doute, si on peut, on va toujours au plus large. Donc, en général, l'intestin, c'est quand même assez long. On a la place. Alors après, ça dépend aussi de là où on est situé. Hein. Si on est vraiment au ras de la valvule iléocécale, on raccourcira peut-être un petit peu les marges. Mais si on peut, on incise large. Si on est sur un contexte hors néoplasique, parce qu'on a une fuite intestinale, parce qu'on a un intestin qui est très abîmé, qui ne peut pas être réparé, on choisit les marges, pareil, en fonction de l'aspect macroscopique et de la zone anatomique et de la vascularisation. Par exemple, ici, si j'ai le choix, si par exemple j'ai mon trou ici, si j'ai le choix, je vais quand même choisir d'enlever un petit peu plus pour inciser ici et de la même façon de l'autre côté ici. Pourquoi? Pour me retrouver, si possible, face à avoir ma zone d'anastomose qui soit vascularisée par un vaisseau qui est assez important en calibre et sur lequel on aura moins de risque de mauvaise vascularisation après. Et si on peut, l'idéal c'est de pas ouvrir du tout. Hop. Alors ça, c'est une vidéo d'une technique qu'on utilise assez souvent ici quand on peut. Au préalable, on a remonté le corps étranger dans l'estomac et ensuite on vient passer une pince, on a un assistant qui vient passer une pince dans l'œsophage, on vérifie qu'on est bien dans l'œsophage d'abord, qui amène la pince jusqu'à l'estomac, mais le chirurgien ici manipule la pince et manipule à travers l'estomac le corps étranger et place le corps étranger dans la pince qui est tenue par l'assistant. Et une fois qu'on est placé, à ce moment-là, tout doucement, on retire.
là, par exemple, c'est un corps étranger. On utilise évidemment cette technique beaucoup pour les corps étrangers qui ont peu de risque de provoquer beaucoup de dégâts en remontant. On ne fera évidemment pas cette technique-là sur un corps étranger qui va être contondant ou sur un estomac ou un œsophage qu'on présume être très abîmé. Alors maintenant, le choix du fil. Alors, évidemment, je ne vais pas revenir sur le fait, parce que tout le monde sait qu'il est recommandé d'utiliser un monofilament plutôt qu'un fil tressé, qu'on utilise plutôt des fils montés sur aiguille ronde. Mais maintenant, quel est le choix du type de fil qu'on va utiliser? Est-ce qu'on va prendre un irrésorbable? Est-ce qu'on va prendre un résorbable lent? Ou est-ce qu'on va prendre un résorbable rapide? Si vous vous rappelez de la petite courbe que j'ai faite, en fait, l'idée, c'est d'arriver le plus vite possible à la phase aux 15 jours en ayant un fil qui tienne. Donc, logiquement, ouais, résorbable lent. Résorbable lent, donc en gros, voilà les fils et leurs caractéristiques qu'on peut utiliser en suture digestive. Alors, les irrésorbables, ils ont évidemment l'avantage de persister dans le temps, mais ça leur confère aussi l'inconvénient de rester et donc d'être potentiellement un point d'accroche pour les corps étrangers qui vont transiter. En général, ils sont monofilaments aussi, sauf pour la soie tressée, donc offrent peu de capillarité. Les résorbables rapides, eux, ils perdent quasiment toute leur résistance à 15 jours. Donc, il vaut mieux les éliminer parce qu'ils ne seront pas solides et vous aurez plein de soucis. Donc, ceux qu'on préfère, ce sont ceux-ci. Les résorbables lents, type polydioxanone ou polyglactine, PDS, Monotime, Maxon, qui, eux, gardent 80% de leur résistance à 15 jours. Et nous, notre chouchou ici, c'est le PDS, en fait, c'est le Monotime en 4-0. On le prend, il n'est pas très gros, mais en fait, que ce soit un intestin de chien ou un intestin de chat, on utilise toujours le même type et franchement, on n'a pas de gros soucis avec. Nos autres chouchous sont évidemment les dispositifs à suture automatique. À gauche, vous avez une pince GIA pour gastrointestinal anastomosis. Et à droite, ici, vous avez une pince EEA pour end-to-end anastomosis. Donc ça, c'est ici, celle-ci, en fait, elle va vous permettre d'agrafer et ensuite couper entre les deux portions. Celle-ci, elle va vous permettre, pareil, d'agrafer et elle est insérée en général par voie naturelle par le rectum et elle va permettre d'agrafer et de mettre un dispositif circulaire pour les anastomoses coliques notamment. Alors, je ne vais pas revenir forcément sur le fonctionnement de ces dispositifs parce que c'est globalement assez long à expliquer, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, je pourrais vous expliquer comment ça marche, on pourra même vous les montrer. Pour ce qui est juste simplement d'un comparatif rapide entre quand on fait une entérectomie, comment choisir? Est-ce qu'on va préférer partir sur une suture manuelle ou automatique? Globalement, les deux méthodes se valent, globalement, sauf que, alors évidemment, le fil va être moins onéreux, mais les anastomoses au GIA, elles ont l'énorme avantage d'avoir un ajustement du diamètre qui va être important, une régularité d'anastomose et également 2 à 3 fois moins de risque de déhiscence, surtout quand on est en terrain septique. Donc globalement, si vous avez jusqu'à 25-30% de déhiscence, notamment en terrain septique avec les manuels, les automatiques, ça sera entre 6 et 8% de déhiscence. Donc franchement, ça vaut le coup quand vous reprenez en terrain septique une péritonite d'utiliser ces pinces automatiques. Et en plus, elles sont plus rapides d'utilisation. Hein. C'est très rapide de faire une anastomose avec une GIA ou une EA. En revanche, elles ont un coût et il faut en faire part au propriétaire, mais ça peut valoir le coup justement quand on reprend une suture. Maintenant, le type de point. Est-ce que vous préférez les points simples ou les surjets quand vous faites que ce soit une entérectomie ou une entérotomie? Plutôt simple.
Eh bien, contrairement à ce qu'on a très longtemps pensé, c'est pas l'idéal. Et ça, c'est une photo qui est assez, une photo choc d'une image microscopique en fait entre l'effet que peut avoir un point simple par rapport à l'effet que peut avoir un surjet. En haut, vous avez le point simple qui va concentrer toutes les forces et toute la pression sur un point, par rapport au surjet qui lui va lisser la pression que vous mettez sur toute une surface, et vous avez une bien meilleure cicatrisation. En revanche, il faut quand même préférer un seul surjet et pas deux, parce que quand vous faites deux surjets sur l'intestin, vous avez quand même un effet sténosant, et vous n'aurez pas non plus une super apposition. Donc, avec un surjet simple, et ça suffit, vous avez une très bonne apposition. Important, quand vous faites votre surjet sur une entérotomie, commencez toujours en dehors et finissez en dehors de l'incision. Maintenant, l'action du surjet. Est-ce qu'il vaut mieux qu'il soit apositionnel, inversant ou éversant? Je vais donner un petit peu des réponses tout à l'heure. Ouais, on a une chorégraphie au fond, c'est bien. Donc, apositionnel. Apositionnel, pourquoi? Parce que si vous le faites inversant, bah, vous allez avoir un risque de sténose, et si vous le faites éversant, alors là, pour le coup, c'est les adhérences qui vont se manifester. Donc, toujours des surjets apositionnels. Ensuite, une fois que vous avez fini votre surjet, vous testez. C'est important parce que, comme je vous ai dit, pendant la lag phase, tout va tenir sur les points que vous avez fait. Donc, c'est important d'être sûr, quand vous terminez, qu'ils sont correctement posés. Donc, vous testez l'étanchéité, soit avec du gaz, soit avec du liquide. En général, on fait du liquide parce que c'est plus simple. Il faut savoir que la pression du péristaltisme jéjunal, par exemple, elle est d'à peu près 25 mm de mercure. Donc, pour atteindre cette pression et pour atteindre à peu près 34-35 mm de mercure, vous avez le choix. Vous pincez 10 cm de jéjunum. Si vous le pincez avec les doigts, vous devez mettre à peu près 16 à 19 ml pour atteindre cette pression. Si vous le pincez avec des doyens, c'est un petit peu moins. Et évidemment, si vous pincez moins que 10 cm, ben vous divisez. Voilà. Mais c'est important, comme ça vous permet de ne pas exploser vos sutures et puis de savoir quelle va être la résistance efficace en fait, que vous avez obtenue. Vous rincez. Alors le 100 ml par kilo, c'est une valeur de base, mais qu'on essaye toujours de respecter à minima. Maintenant, moi, tant que je ne suis pas contente du rinçage et tant que ce n'est pas suffisamment propre, je n'hésite pas à rincer plus. C'est vrai que ça prend du temps, que c'est un peu embêtant, mais en même temps, ça vous sauve beaucoup de situations. Et vous renforcez vos sutures, soit avec de l'Omentum comme ici, c'est l'organe le plus simple, le plus malléable pour renforcer vos sutures. Donc vous la posez, vous mettez 3 petits points autour de la cicatrice. Donc par exemple, là, vous allez prendre cette partie-là, vous allez mettre un petit point là, pour le positionner. Il ira naturellement se mettre, mais si on peut gagner du temps, encore une fois, pensez à cette phase de 3-4 jours, il faut gagner du temps. Vous pouvez aussi faire un patch de séreuse. Alors ça, on l'utilise assez souvent quand justement, on ne peut pas amener l'Omentum vraiment très facilement, par exemple, quand on est sur le duodénum et qu'on fait, par exemple, un ulcère duodénal ou qu'on opère sur le duodénum, on fait souvent des patchs de séreuse avec le jéjunum. Ok, bonsoir à tous. Les éléments sont un petit peu contre nous ce soir, mais on va y arriver, hein, on va aller au bout de nos présentations. Il nous reste une dernière présentation sur les MICI du chat, les particularités digestives du chat. Je voulais remercier Delphine Saran, qui est l'une de nos spécialistes, chirurgiens spécialistes en tissu mou, le binôme de Jean-Philippe Billet, qui vous a fait la présentation sur les fuites digestives. Ça s'est interrompu un petit peu brutalement, mais c'était la fin de la conférence, vous n'avez rien manqué. Ça tombait à pic. Voilà. Et donc, nous, on enchaîne avec les MICI. Je vais présenter Fanny Bernardin, qui va commencer cette session de MICI. Fanny est spécialiste en médecine interne chez nous, diplômée du Collège européen de médecine interne. Et donc, je lui laisse la place pour entamer toute la partie médicale. Dernière ligne droite, on y va. Les particularités digestives du chat. On connaît bien la MICI du chien, on en voit fréquemment. Et donc, l'intérêt qu'on va avoir ce soir, c'est de comprendre... Alors, attends. Comment je fais pour passer à... Ça y est, ça se moque. Ça se moque déjà. On va faire avec les flèches, non? Très pratique. Attends. Voilà. De quoi parle-t-on? Notre ennemi aujourd'hui, les entéropathies chroniques félines, on sait que ça va être défini par des signes cliniques. Il faut que je reste en plus devant le truc là. Hop. Qui vont avoir une durée d'au moins 3 semaines. Là, on est sur du chronique digestif.
Et puis, on va avoir une exclusion obligatoire des causes extra-intestinales ou d'une maladie intestinale infectieuse à l'origine de ces troubles digestifs chroniques. L'éthiopathogénie, comme chez le chien, est relativement méconnue, en tout cas probablement multifactorielle, avec à la fois des perturbations dans les interactions avec l'environnement, avec le système immunitaire, avec le microbiote chez l'hôte, et souvent chez un hôte qu'on pense être génétiquement susceptible de ces entéropathies-là. Pas de classification évidente des entéropathies félines chez le chat comme chez le chien. Plusieurs façons de les définir, soit par leur réponse au traitement, que ce soit par les réponses au changement alimentaire, que ce soit la réponse aux corticoïdes, dans lesquelles on classe cette mycie idiopathique, ou que ce soit du lymphome. Le lymphome est important à aborder quand on parle d'entéropathie chronique du chat, parce qu'on sait que ce lymphome de bas grade, on en parle beaucoup. Valérie Fraîche travaille énormément dessus. La distinction entre cette mycie et ce lymphome bas grade est très difficile à faire, et donc on va en parler un petit peu ce soir. On sait que chez le chat, 3 types de lymphomes principaux qui peuvent toucher le tube digestif. On a ce lymphome de bas grade qui régulièrement change de nom, qui actuellement est abordé comme le lymphome de bas grade à cellules T intestinales, que je résumerai en bas grade pour ce soir. On a du haut grade qui peut survenir aussi, et puis on a du lymphome à grand lymphocyte à grains qui est extrêmement agressif également. Et on sait que 60 à 75% des cas de lymphome gastro-intestinaux chez le chat sont des lymphomes de bas grade, avec une prévalence qui semble s'accroître. Alors, pas forcément le nombre de cas, mais en tout cas, notre connaissance et notre diagnostic est de plus en plus précis, donc le nombre de cas est de plus en plus important. Une frontière qui est donc mince entre ces mycies purement inflammatoires et ce lymphome de bas grade, mince parce que les anomalies cliniques, biologiques, échographiques et histologiques sont... c'est pas l'ancienne présentation, CLM donc sont relativement similaires, je crois, entre ces deux atteintes-là, donc très difficiles ni cliniquement, pas de distinction, ni biologiquement, ni échographiquement, et histologiquement, on va voir que c'est aussi extrêmement compliqué. On sait en plus que 60% des chats qui ont ces lymphomes de bas grade présentent aussi sur d'autres parties du tube digestif des lésions qui sont purement inflammatoires, non cancéreuses. Donc, se pose la question de savoir si ce lymphome de bas grade pourrait être l'évolution d'une entéropathie lymphoplasmocytaire. Et puis, une prise en charge qui peut être relativement similaire en termes de thérapie médicamenteuse chez ces deux types d'entités cliniques. Donc, on peut se poser la question de se dire, bon, si en même temps, c'est la même chose cliniquement, la même chose à l'écho et la même chose en termes de traitement, est-ce que vraiment il faut qu'on aille pousser pour comprendre qui est notre ennemi? Mais en réalité, oui, parce que cette exploration qu'on va parcourir ensemble, elle permet d'exclure des maladies plus graves, notamment des lymphomes de plus haut grade. Et puis, on peut se poser la question de savoir si on a besoin d'autre chose que de corticoïdes pour traiter. On peut avoir à répondre à la question en termes de pronostic vis-à-vis de notre patient. On sait qu'à peu près 10% de ces lymphomes de bas grade peuvent devenir de haut grade selon certaines publications. Donc, c'est important de le déterminer très tôt. Et puis, on connaît le chat pour ces notions de triadite, d'atteinte à la fois hépatique, pancréatique et intestinale. Effectivement, c'est l'ancienne. On va aborder ces particularités du chat. Voilà. Ça s'est bien passé pour le manipulateur, il est encore en vie là, tous ses membres. On va passer à travers ces différentes particularités par rapport au chien. Particularité d'abord clinique, je suis navrée, c'est un peu petit pour ceux qui sont au fond. Ce qu'on doit retenir, c'est que les chats qui présentent des mycies sont habituellement un peu plus jeunes, mais on voit qu'on est sur une moyenne de 8 ans contre 12 ans et demi, donc ce n'est pas non plus extrêmement franc, avec des chevauchements francs en termes d'âge entre la mycie et le lymphome de bas grade, et que les chats qui vont répondre à des changements alimentaires sont souvent plus jeunes que les chats qui présentent une mycie idiopathique. Les signes cliniques sont bien souvent beaucoup plus longs sur des lymphomes de bas grade que sur des entéropathies purement inflammatoires. 365 jours en moyenne de signes cliniques avant le diagnostic, donc c'est relativement long. Et puis, il faut retenir que chez le chat, le signe numéro 1 de ces entéropathies chroniques, ça reste la perte de poids par rapport au chien chez qui la diarrhée est le signe numéro 1. Le chat va être marqué la plupart du temps par une perte de poids qui est d'abord musculaire, puis graisseuse, et puis par des vomissements en second lieu, sans distinction possible lorsqu'il y a diarrhée entre une diarrhée du grêle et une diarrhée colique dans la majorité des cas, puisque l'atteinte est souvent diffuse et donc les signes cliniques sont souvent répartis sur le tube digestif en entier. Particularité biologique maintenant du chat, on sait que
La démarche diagnostique va être relativement similaire au chien. On va parcourir différents examens biologiques, la numération formule, qui est souvent peu intéressante. Il peut y avoir des lymphocytoses en cas de lymphome de bas grade, mais c'est loin d'être la majorité des patients, 10 à 15% seulement. Et puis, sur notre biochimie de base, il peut y avoir de l'hypoalbuminémie lors de MIS-C, mais aussi lors de lymphome de bas grade, et bien plus souvent lors de MIS-C en réalité que lors de lymphome, qui peut être compensé par une hyperglobulinémie et donc avoir des protéines totales qui restent dans les valeurs usuelles. Notre bilan de malabsorption doit être fait, notamment avec le dosage de la B12. La B12 peut être très basse sur certains cas de lymphome, mais aussi sur certains cas de MIS-C. Essentielle à rechercher parce qu'elle va avoir des conséquences cliniques, elle va aggraver l'amaigrissement, aggraver la diarrhée chronique. Et elle est parfois la cause d'aggravation clinique de nos patients. Particularité à l'imagerie maintenant, je vais laisser place à Hélène. Alors, contrairement au sujet d'Isabelle, les occlusions ou la radiographie avaient encore un petit intérêt. Malheureusement, pour la détection des maladies inflammatoires chroniques intestinales ou des lymphomes de bas grade, on oublie la radio. Ce n'est absolument pas sensible. Donc, on est obligé d'aller aborder ces intestins grêles à l'échographie. Alors, quelques petits rappels sur l'intestin grêle normal. Je vous rappelle que la paroi intestinale grêle a 5 couches échographiques. On commence par l'intérieur de la lumière digestive avec cette interface lumière-muqueuse. Ici, c'est un intestin grêle qui est vide en coupe longitudinale, en longueur. Première couche pariétale anéchogène, donc celle qui est la plus épaisse normalement. Là, cette couche noire anéchogène, c'est la muqueuse intestinale. On va un petit peu plus en profondeur, vous retrouvez la sous-muqueuse intestinale. C'est cette fine ligne hyperéchogène qui vient border la muqueuse. Au contact de cette sous-muqueuse, la musculeuse intestinale, une couche très fine également, anéchogène et qui doit avoir la même épaisseur que la séreuse. Donc, on délimite 5 couches pariétales qui doivent être parfaitement réparties et d'épaisseur conservée comme on l'a ici. L'épaisseur, justement, elle ne doit pas dépasser 2 mm 2 pour un jéjunum, pour un intestin grêle normal, et elle ne dépassera pas 3 mm pour l'iléon. Iléon qui est la fin de la portion intestinale grêle, cette portion terminale de l'intestin grêle et qui a tendance à être vraiment plus épaissie chez le chat. Nos nœuds lymphatiques jéjunaux, vous savez, ce sont ces nœuds lymphatiques tissulaires comme on l'a ici, là, ont toujours cette forme caractéristique allongée. Malgré tout, ils ne doivent pas dépasser 4-6 mm chez les animaux de plus grand format. En tout cas, on doit garder cette forme allongée de nœuds lymphatiques jéjunaux ou anciennement mésentériques, des nœuds lymphatiques bien homogènes, d'échogénicité bien conservée. Lorsqu'on a des MIS-C ou versus des lymphomes, la première chose que l'on va pouvoir observer le plus souvent, alors soit on n'observe rien à l'échographie, et je vous rappelle qu'une échographie intestinale normale n'exclut pas une MIS-C, n'exclut pas un lymphome de bas grade. Donc attention à ces échos normales chez des chats qui maigrissent. Mais s'il y a des anomalies, la première anomalie qu'on va voir la plus souvent, c'est un épaississement de la paroi intestinale grêle. Quand vous avez un épaississement de cette paroi intestinale grêle, eh bien, vous êtes sûr que dans 96 à 99% des chats, donc quasiment 100%, vous aurez des lésions à l'histologie, chez des chats qui sont cliniques, bien entendu. Cet épaississement de la paroi intestinale grêle, il va souvent être diffus sous cette forme-là, sur cette image de gauche. Regardez la paroi, on va dire un petit steak de paroi. Pourquoi cette paroi s'épaissit? Bien, regardez, on perd la structure en couche. Ce n'est pas vraiment ça. On a une structure en couche, mais on voit bien que la musculeuse, cette fameuse couche anéchogène périphérique, dépasse largement l'épaisseur normale. Elle a même tendance à être plus épaisse que la muqueuse. Et si on prend notre rapport musculeuse, donc cette couche anéchogène noire, rapport musculeuse sur sous-muqueuse, on avait dit qu'il devait être égal à 1, et bien là, la musculeuse l'emporte. Ce rapport devient vraiment nettement supérieur à 1. Vous avez vraiment une paroi épaissie du fait de l'épaississement de la musculeuse. Ça, c'est très net. Ça peut être diffus comme à gauche, ou ça peut être localisé, assez segmentaire finalement. C'est souvent sélectif, donc la musculeuse en particulier peut être touchée. Et on perd ce rapport. Alors là, il y a des anciennes études qui avaient montré que chez le chat âgé, avec les signes cliniques dont vous a parlé Fanny, observer cet épaississement pariétal grêle, surtout de la musculeuse, était plus souvent en faveur d'un lymphome. Et en fait, ça s'est totalement remis en question. Il y aura autant de chats lymphome ou MIS-C. Donc finalement, cette première notion
d'épaississement pariétal grêle localisé surtout à la musculeuse et concerne aussi bien l'hémicycle et les lymphomes. Donc, c'est un critère qui n'est pas discriminant et même chez les chats âgés. La deuxième chose, c'est que là, on a vraiment eu des notions vraiment remises en question ces 2 dernières années. On pensait que ces lésions de musculeuses, donc cet épaississement musculeux souvent généralisé à l'intestin grêle, étaient souvent synonymes de lésions histologiques. Et donc, on avait tendance à dire qu'il faut absolument des biopsies pariétales étagées sur toute la longueur parce que la musculeuse va être la source de l'inflammation. Eh bien, finalement, ces dernières études montrent, récentes, notamment dans le JVIM, là, montrent que quand il y a des modifications histologiques de la musculeuse, il y aura toujours des lésions également de la muqueuse, voire même, finalement, cette paroi musculeuse, cette musculeuse épaissie, ne serait pas forcément le siège d'une inflammation ou ni d'une tumeur, ce serait plus quelque chose d'hyperplasique réactionnel. Donc, la muqueuse sera toujours touchée en surface, on va dire, à l'intérieur de cet intestin grêle lorsqu'il y a des modifications de la musculeuse. Donc, ça remet un petit peu en question ces notions de couche pariétale modifiée. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi concernant la muqueuse? On a parlé beaucoup de la musculeuse, on se rend compte que cette musculeuse, elle est finalement histologiquement peut-être pas si modifiée que ça. Eh bien, ce qu'on va aller regarder vraiment sur nos échographies, et là, il ne faut pas hésiter à utiliser vos sondes linéaires de haute fréquence. J'en profite pour remercier M. Essivé qui nous fournit énormément en matériel d'écho avec des belles sondes linéaires de haute performance. Et c'est notre sponsor ce soir, donc merci parce que c'est grâce à eux, en partie, qu'on voit ces modifications-là. Regardez la muqueuse, à quel point cette muqueuse n'est plus anéchogène. On a plein de petites ponctuations au sein de cette muqueuse, des ponctuations échogènes qui rendent plus blanche cette muqueuse. Ça, vous pouvez le voir, ces détails-là, uniquement avec des sondes linéaires de haute fréquence, où vraiment, il faudrait que ce soit très marqué pour l'avoir avec des micro-convexes. Et puis, il y a une chose qu'on va pouvoir regarder aussi. Regardez ça comme c'est joli. On se rappelle, hein, on est sur du 2 mm normalement. Eh bien, regardez bien, si vous regardez bien la muqueuse de cet intestin grêle, vous allez voir une fine ligne, toute fine ligne hyperéchogène qui n'a rien à faire là. Si vous regardez bien, ça, vous aurez ça souvent, soit de manière segmentaire, soit de manière diffuse. Eh bien, ça, il est prouvé que ça correspondra souvent à des lésions de fibrose intestinale. Donc, une muqueuse un peu piquetée, une muqueuse un petit peu surlignée par une fine ligne hyperéchogène, ce sont des choses qui sont prédictives, sans doute, d'inflammation, voire même de fibrose, voire même peut-être de tumeur derrière, parce que malheureusement, toutes ces choses-là, ces modifications de la muqueuse ne vont pas vous orienter vers une mycie ou vers un lymphome, ça va être kiff-kiff, mais ça va vous interpeller, ça va vous dire, tiens, il se passe quelque chose dans mon intestin grêle, il va falloir que j'aille vers des biopsies. Alors, Fanny vous dira biopsie par la paro versus endoscopie, mais il va falloir aller au cœur de ces lésions digestives pour savoir si on est sur du lymphome ou de la mycie. On a parlé parois, on a parlé couches, etc. Qu'est-ce qu'il en est de nos adénopathies? Je vous disais, nos lymphatiques jéjunaux, ils ont une forme allongée. Eh bien, on sait que lors de mycie ou de lymphome, et ce, dans une même proportion, vos nœuds lymphatiques vont être souvent de taille augmentée, voire même un petit peu hétérogène, comme à gauche là. Ce n'est pas discriminant. Ne vous attendez pas à savoir sur la base de vos modifications lymphatiques si c'est du lymphome ou de la mycie, on n'en saura rien. C'est juste réactionnel, peut-être même infiltré, on n'en sait rien. Donc ça non plus, ce n'est pas un critère discriminant. Quelque chose qui va plus nous orienter vers de la mycie, ce sont ces fameuses triades inflammatoires que vous a évoquées Fanny. Là, lorsque vous avez des lésions intestinales grêles et que vous avez également, par exemple, comme ici, un pancréas de taille modifiée, à contour irrégulier, un parenchyme qui a tendance à diminuer en échogénicité, un parenchyme dit hypoéchogène. Et puis regardez cette graisse péripancréatique qui a tendance à gagner en échogénicité. Ça, ce sont tous les signes au moins d'une pancréatite. Je ne peux pas exclure un lymphome là-dedans, sauf que j'ai des lésions intestinales grêles, j'ai des signes de pancréatite. Et puis si je regarde mon réseau biliaire, j'ai une petite vésicule biliaire ici un petit peu épaissie, encore plus épaissie en haut à gauche chez ce chat. On est sur 3 organes qui semblent enflammés, le tube digestif, le pancréas, le foie, le réseau biliaire, ce qu'on apparente à des cholangites, pancréatite, probablement une mycie sous-jacente. Donc ça, quand on fait le bilan de tous nos organes de la digestion au sens large, on ne va pas voir que l'intestin chez du vomisseur chronique, on va aller voir tout le reste, et bien ça doit nous évoquer une possible triade. Donc il est plus probable qu'il y ait une mycie.
Après, c'est du nez, mais ça n'a pas valeur histologique, bien entendu, mais c'est quand même très évocateur. Donc finalement, quand est-ce que l'écho va être discriminante? Alors, pourquoi on fait nos échos? Parce que dans certains cas, chez nos chats âgés à vomissement chronique qui perdent du poids, comme Fanny vous l'a dit, il y a des choses à l'échographie qui vont quand même nous interpeller davantage et nous dire que là, il y a peut-être quand même un lymphome de bas grade sous-jacent. C'est quoi? Regardez cette image de gauche, un intestin à gauche qui est relativement conservé, si ce n'est qu'on a notre petite anode musculeuse qui est déjà un petit peu épaissie. Ok, ça c'est assez classique, on l'a dit, mycie versus lymphome. Mais si vous regardez l'intestin grêle, la portion, ce segment d'intestin grêle juste à côté, regardez, ce n'est pas un défaut de réglage. On est à la même profondeur, dans les 2 premiers centimètres, sonde linéaire de haute fréquence, on perd les couches. On ne voit plus, on distingue à peine la sous-muqueuse, mais on ne la voit quasiment plus. On a une perte des couches échographiques. Pareil à droite ici. Perte des couches échographiques sur un segment intestinal. Ça, chez un vieux chat qui vieillit, il est vieux, il vieillit, qui maigrit, pardon. Un vieux chat qui maigrit, qui a tendance à avoir des vomissements un petit peu chroniques comme ça c'est très suspect de lymphome, cette perte des couches échographiques. Et puis là, il y a la papesse des mycies et du lymphome dont vous a parlé Fanny, qui est Valérie Fraîche, qui a fait plein d'études là-dessus. Elle a sorti une étude récente disant que au-delà de ces lésions intestinales, de ces modifications échographiques intestinales, il y avait 2 autres critères qui nous semblent être vraiment plus fréquents lors de lymphome. C'est 1, nos nœuds lymphatiques jéjunaux de nos chats qui ont tendance à s'arrondir. Regardez, comme ici, on n'est plus sur de la forme oblongue allongée, on est sur des nœuds lymphatiques qui deviennent un peu ovoïdes, un peu hypoéchogènes, une graisse autour hyper, mais surtout cette forme ovoïde-là, pas normale. Ça, c'est plus souvent avec du lymphome. Et si vous avez ça, les lésions intestinales à l'échographie, modification échographique intestinale, plus une petite lame d'épanchement, parfois minuscule, une toute petite lame d'épanchement ici, eh bien là, ça c'est très suspect de lymphome. Il faut vraiment aller biopsier. Alors là, on a tout. On a nos lésions, on a nos modifications pariétales intestinales grêles. Regardez, on a un épaississement de la musculeuse, des couches qui sont un petit peu atténuées, on va dire, des adénopathies. Regardez ce nœud lymphatique ovoïde là, de lymphatique jéjunale qui est anormalement rond, anormalement ovoïde. Et puis, si vous regardez bien, là, entre les deux, là, pouf, une petite lame d'épanchement. C'est minuscule, c'est 1 mm d'épanchement. Alors ça, avec une microconvexe, on peut ne pas le voir. Si on appuie trop, on va écraser notre lame d'épanchement. Il faut idéalement une petite sonde linéaire de haute fréquence et bien regarder entre les anses parce que c'est vraiment minuscule. Ce cocktail-là, il est très en faveur de lymphome. Maintenant, ça ne vaut pas, ça n'a pas valeur de biopsie. Et puis, je finis par ça. Alors ça, c'est le piège. Ça a tout du lymphome, mais du lymphome agressif. Ce n'est pas du bas grade. On a des énormes nœuds lymphatiques. Et puis, surtout, on a des parois qui perdent complètement leur couche. C'est un intestin, ça. On a une disparition complète des couches échographiques, des parois qui peuvent faire 1 cm, 2 cm, parfois même des effets de masse chez nos chats. Eh bien ça, attention, on mettrait nos 2 mains à couper, que c'est des lymphomes agressifs, lymphomes vraiment sous forme de masse. Eh bien, malheureusement, il y a une entité chez le chat qui peut vraiment mimer un lymphome qui n'est pas du lymphome, ce n'est pas cancéreux. C'est cette fameuse fibroplasie sclérosante éosinophilique. Ça a tout du lymphome, ce n'est pas très sympathique non plus, ça se traite difficilement, mais c'est quand même moins grave qu'un lymphome. Donc, ça veut dire que dans tous les cas, il faut des prélèvements. Il faut au moins des cytoponctions de ça et idéalement des biopsies. Donc, je repasse la main à Fanny, justement pour parler prélèvement. Est-ce que certains d'entre vous font de l'endoscopie dans la salle? Non? Bon, très bien. Ok, bonne nuit. Donc, particularité endoscopique. Pourquoi on aborde ça? Parce qu'on peut toujours se poser la question de se dire, bon, on a un diagnostic, on a une suspicion clinique, échographique éventuellement, on veut un diagnostic, comment faire? Est-ce qu'on réfère pour une endoscopie? Est-ce qu'on va en laparotomie prendre des biopsies? Il faut avoir conscience qu'aucune des 2 techniques n'est parfaite. L'avantage de l'endoscopie reste son aspect peu invasif et puis une visualisation immédiate de la muqueuse, des biopsies qui vont être ciblées sur ces lésions-là et puis des biopsies qui vont être multiples. On peut prendre sur chaque portion entre 6 et 15 biopsies. Donc, on a moins de risque de passer à travers le diagnostic par rapport à une biopsie par laparotomie. On va prendre une biopsie par segment où forcément, on va être un petit peu plus partiel. Mais il y a aussi des avantages puisqu'on sait qu'on n'a que la muqueuse, donc à partir de la sous-muqueuse, on n'a plus ces informations-là.
Or, même si la musculeuse n'est pas très intéressante, comme le disait Hélène, elle reste dans certains cas discriminante pour ce type de diagnostic-là. Donc, on va garder l'endoscopie principalement pour des changements qui restent diffus au niveau de l'estomac, du duodénum, éventuellement du jéjunum proximal ou de l'iléon ou du côlon. Mais pour tous les changements qui sont localisés, qui sont extramuraux et qui sont en dehors des zones visibles par endoscopie, à ce moment-là, on va préférer la laparotomie avec le problème principal de la laparotomie, fait qu'on doit différer notre traitement corticoïde ou notre traitement immunosuppresseur parce qu'il faut laisser le temps à la cicatrisation pour éviter le risque de déhiscence. Particularité endoscopique du chat entéropathe, il faut avoir conscience que les lésions lymphomateuses sont principalement localisées dans le jéjunum et au niveau de l'iléon chez le chat. Donc, aller en endoscopie juste pour aller prendre de l'estomac ou du côlon n'a assez peu d'intérêt. Et puis, comme on le disait tout à l'heure, beaucoup de patients ont des lésions à la fois inflammatoires et tumorales concomitantes. Donc, il faut se donner le maximum de chances d'avoir un diagnostic franc en associant la voie haute par gastroscopie et la voie basse par coloscopie si on veut avoir un maximum de chances de faire cette distinction-là. Et puis, on sait que d'un point de vue purement visuel, on n'aura souvent pas plus d'idées. Hein. Le but de l'endoscopie est de regarder ulcère, masse, et puis d'aller faire des prélèvements. Mais en dehors de ça, voilà, vous ne pouvez pas le voir de là où vous êtes, mais il y a un aspect un peu peau d'orange sur certains patients. On a parfois ce marc de café dans l'estomac qui est lié à des lésions ulcératives et érosives. Et puis, sur des duodénums, on peut avoir un aspect assez modifié de ces petites villosités-là qui sont très épaissies chez le chat, même si le gabarit de nos patients ne nous permet pas systématiquement d'avoir une bonne visualisation à l'endoscopie de ce duodénum. Particularité histologique, très difficile, encore une fois, sur l'histo classique de faire la distinction entre ce lymphome de bas grade qui va se caractériser par une infiltration dense, plutôt monomorphe de petits lymphocytes, et ces MICI qui peuvent être aussi à dominante lymphocytaire, mais qui peuvent être aussi mixtes en termes d'histologie. Donc, on va devoir trancher avec des techniques un petit peu plus calées que l'histologie. Et puis, faire attention parce qu'il faut avoir conscience que quand on ne fait pas correctement notre démarche d'exclusion des maladies autres que de la MICI, on peut avoir des faux diagnostics de MICI, puisque de toute façon, vous prenez n'importe quel patient, vous allez faire des biopsies. C'est extrêmement rare d'avoir quelque chose qui n'est pas du tout inflammatoire. On sait que d'autres entités, comme du parasitisme, comme de l'hyperthyroïdie, comme des intolérances alimentaires, comme une giardiose chez le chien, peut provoquer une infiltration lymphoplasmocytaire parfois extrêmement marquée. Donc, si vraiment les premières étapes ne sont pas correctement franchies, on va aboutir à un diagnostic erroné de MICI et donc à une mauvaise prise en charge par la suite. D'où la nécessité de cette démarche absolument indispensable. Et puis, plus rarement, sur des cas de MICI, on peut avoir des formes éosinophiliques aussi qui sont souvent beaucoup plus difficiles à maîtriser par les thérapies médicamenteuses que les formes lymphoplasmocytaires. Et on a certains éléments, comme par exemple la présence de neutrophiles ou de macrophages, qui peut nous orienter un petit peu vers des causes qui peuvent être infectieuses, en tout cas une composante de dysbiose qui peut être forte chez ces patients-là. Toujours sur cette distinction, intérêt de l'immunophénotypage, certains de nos labos histo nous proposent ce type de choses quand ils ont un doute vis-à-vis de la MICI ou du lymphome. En réalité, on devrait quasiment la demander sur chaque patient chat qu'on passe en biopsie, puisque l'immunohistochimie ou les tests de clonalité nous permettent de trancher beaucoup plus aisément entre ces deux entités cliniques-là. Le principe général, c'est quoi? C'est qu'on sait que un lymphome va être originaire d'un précurseur unique, donc toutes les lymphocytes vont être issus du même précurseur, alors que sur des lymphocytes purement inflammatoires, ils vont arriver de plusieurs cellules différentes, donc avoir un bagage immunitaire et un bagage génétique tout à fait différent. Une petite note intéressante, c'est que on parlait beaucoup de lymphome B, de lymphome T. On se rend compte que effectivement 84% des lymphomes intestinaux chez le chat sont des lymphomes T, avec parmi ces 84%, 85% qui sont des bas grades, 15% qui sont des hauts grades. Donc tout est possible chez le chat, mais que systématiquement, quand on tombe sur des lymphomes B, systématiquement ça reste des hauts grades tout de même. Donc ça peut être une information intéressante, surtout en termes de prise en charge et de pronostic par la suite. Prise en charge justement thérapeutique, c'est notre dernier point.
on va avoir une prise en charge relativement similaire en médecine. On ne peut pas vivre sans corticoïdes, on y est en plein dedans. Pas d'études évidentes sur les probiotiques, sur l'intérêt chez le chat notamment. On a quelques études chez le chien, mais chez le chat, ça reste quelque chose de relativement aléatoire. Ça ne fait pas de mal, c'est très appétant, mais ça ne va probablement pas changer la face de l'histoire. On va avoir du mal à se passer de la cortisone, par contre, en tapant un petit peu plus fort que chez le chien. En général, au moins autour de 2 mg kg jour, avec un sevrage extrêmement lent, des paliers qui vont durer 3 à 4 semaines, voire plus lent, voire même chez certains patients des traitements à vie. Il faut prévenir le propriétaire qu'on risque d'avoir besoin de garder des traitements assez longs chez nos patients. Et puis sur des formes sévères de MIS-C, tout comme chez des formes de lymphome de bas grade qui ne sont pas correctement contrôlées cliniquement avec la cortisone, on peut utiliser une molécule comme le chloraminophène, qui va être une molécule prescrite en pharmacie humaine. C'est des gélules de 2 mg. En général, on donne une gélule par chat 1 jour sur 2. C'est relativement facile, si ce n'est que ça reste une gélule qu'il ne faut pas ouvrir et qu'il faut faire avaler un chat. Donc, il faut quand même un patient qui est relativement motivé aussi. Et puis, c'est des traitements qu'on peut avoir, qu'on peut garder à vie en général quand ils sont bien tolérés en faisant notre numération de formule mensuelle, en s'assurant qu'on n'a pas une atteinte de type thrombopénie, voire neutropénie chez ces traitements à base de chloraminophène. Un dernier mot sur les questions de pronostic, puisqu'on a beaucoup parlé de lymphome de bas grade ce soir. Le pronostic reste bon, donc c'est vraiment pas des patients qu'il faut condamner, c'est des patients qui répondent très bien parfois à la cortisone seule, parfois à la cortisone et au chloraminophène. Donc on a des médianes de survie qui sont très bonnes, entre 19 et 29 mois selon les études, avec une réponse au traitement qui est quasi systématique, alors qui peut n'être que temporaire, mais qui peut aussi être bonne et ne pas emporter notre patient sur cette base-là. Et qu'il faut avoir conscience malgré tout que c'est des entités qu'il faut traiter dans l'idéal parce qu'il y a une progression qui reste possible, ça reste une hypothèse, mais cette progression vers un lymphome de haut grade reste possible chez certains patients. Et encore une fois, ne pas condamner ces patients puisqu'il ne semble pas avoir d'association entre l'âge de l'apparition des signes cliniques, la durée des signes cliniques, la présence d'autres lésions ou d'une hypovitaminose B12 et la réponse au traitement sur ces lymphomes de bas grade. Je vous remercie de votre attention. Est-ce que vous avez des questions pour nous ? Si ce n'est où est le buffet, ça va pas. N'hésitez pas, on reste à votre disposition. Donc merci d'être venus aussi nombreux sur place et on voit qu'à chaque fois, chaque session, ça monte et aussi en distanciel, merci à vous d'avoir été patient, de nous avoir gardé en visio malgré les petits impondérables de ce soir. On a vraiment plaisir à vous recevoir pour ceux qui peuvent venir sur site, ça fait du bien après cette période de Covid, là on va aller boire un petit coup. Je fais une petite dédicace à Souleymane du Bénin qui est encore là ce soir. Souleymane, merci pour votre présence et votre assiduité. Je sens qu'on va faire un bout de chemin ensemble. Écoutez, allez, nous on va boire un coup et puis bonne soirée à tous, à bientôt. La prochaine session, c'est le 31 mai. Normalement, ça devrait être autour du 31 mai. On vous tiendra informé. Ça devrait être assez osseux. C'est une soirée assez osseuse, j'ai cru comprendre. Enfin, on vous tient informé. Allez, à bientôt. Au revoir.